Dans les ruelles animées de Montmartre, à Paris, Solène Ndiaye, une femme sénégalaise de 68 ans, entre dans une petite épicerie pour acheter du lait et une baguette. Cette femme, au visage marqué par une vie de labeur, incarne la dignité d'une immigrée ayant bâti une existence honnête en France. Mais en un instant, son monde s'écroule. Accusée à tort de vol, elle est menottée sous les regards indifférents des clients. La colère monte en elle, un feu brûlant dans sa poitrine, face à l'injustice criante. Les employés, avec un mépris à peine voilé, murmurent des insultes racistes, la pointant du doigt comme une voleuse typique à cause de sa peau noire et de son foulard coloré, héritage de ses racines. Aucun ne vérifie les caméras, aucun ne l'écoute. Un policier, avec un rictus arrogant, la traîne hors du magasin, ses mains frêles tremblant sous les menottes glacées. La foule murmure, certains filment, mais personne n'intervient. Solène, humiliée, sent la rage bouillir. Elle, qui a toujours respecté les règles, est maintenant une criminelle aux yeux d'un système qui la juge avant même de l'entendre. Cette accusation n'est pas seulement une erreur, c'est une blessure profonde, un rappel brutal que, dans cette société, sa couleur de peau la condamne d'avance. Mais Solène cache un secret, un atout inattendu qui pourrait renverser cette injustice. Une lueur d'espoir brille dans son regard, prête à défier ceux qui l'ont brisée. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, faites entendre votre voix. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne si cette injustice vous révolte. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple « j'aime » suffit. Restez jusqu'à la fin. Une révélation choquante vous attend. Dans les ruelles animées de Montmartre, à Paris, Solène Ndiaye, une femme sénégalaise de 68 ans, venait d'être traînée hors d'une épicerie, menottée, sous les regards indifférents d'une foule silencieuse. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage sourde qui grondait en elle, alimentée par l'injustice brutale qu'elle venait de subir. Cette femme, qui avait traversé des décennies de labeur et de dignité, était maintenant humiliée, son foulard coloré, symbole de ses racines sénégalaises, moqué comme une preuve de sa soi-disant culpabilité. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar qui allait révéler la laideur d'un système pourri par le préjugé. Dans l'épicerie, la tension était palpable, comme une tempête sur le point d'éclater. Solène, encore sous le choc, sentit son cœur battre à tout rompre alors que l'employé de l'épicerie, un jeune homme au regard fuyant nommé Pierre, pointait un doigt accusateur. « C'est elle !» cracha-t-il, son ton chargé de mépris. « Les gens comme elle, on sait ce qu'ils font ici. » Les mots, acérés comme des lames, transpercèrent Solène. « Les gens comme elle », une phrase qui ne parlait pas de son acte, mais de sa peau, de son foulard, de son accent marqué par les années passées à naviguer entre deux cultures. La colère monta en elle, brûlante, incontrôlable. Elle tenta de se défendre, sa voix tremblante mais ferme. « Je n'ai rien pris, j'achetais du lait. » Mais Pierre, soutenu par un policier en civil qui venait d'arriver, balaya ses protestations d'un geste dédaigneux. « On connaît votre genre », lâcha le policier, un homme trapu aux yeux durs, son badge indiquant « Officier Leclerc ». Il ne prit même pas la peine de vérifier les caméras de surveillance, pourtant visibles au-dessus du comptoir. La foule, composée de clients parisiens huppés, observait en silence, certains levant leur téléphone pour filmer, transformant l'humiliation de Solène en spectacle. Personne ne parla pour elle, personne n'osa. Le racisme, brut et implacable, s'affichait sans honte. Un client, une femme élégante en trench coat, murmura à son ami. « C'est toujours les mêmes, non? Ils viennent ici et volent. » Les mots, dits à voix basse mais assez fort pour que Solène les entende, furent comme un coup de poignard. Elle sentit une rage incandescente monter, non seulement contre l'accusation injuste, mais contre des décennies de regards méfiants, de chuchotements, de portes fermées à cause de sa couleur de peau. Elle avait appris à ses enfants à marcher la tête haute, à respecter les règles, à travailler dur dans ce pays qui promettait l'égalité mais ne la livrait que rarement. Et maintenant, à 68 ans, après une vie de droiture, elle était réduite à une caricature, une voleuse typique dans les yeux d'une société qui refusait de la voir autrement. L'officier Leclerc, sans un mot de plus, la saisit par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair frêle. Solène tressaillit, mais son regard restait défiant. « Vous faites erreur, » dit-elle, la voix rauque, presque brisée par l'indignation. « Vérifiez les caméras, je vous en prie. » Mais Leclerc ricana, son souffle chaud contre son oreille alors qu'il la poussait vers la sortie. « Les caméras? On n'a pas besoin de ça. On t'a vu, c'est suffisant. »
La foule s'écarta, comme si elle était contagieuse, comme si sa simple présence souillait l'élégance de ce quartier gentrifié. Un enfant, tenant la main de sa mère, pointa Solène du doigt et demanda « Pourquoi elle est menottée ?» La mère détourna les yeux, mal à l'aise, mais ne répondit pas. Ce silence, plus que les menottes, brisa quelque chose en Solène. Elle avait vu ce silence toute sa vie, le silence des gens qui savent, qui voient l'injustice, mais choisissent de regarder ailleurs. Dehors, la lumière crue du jour frappait son visage, contrastant avec l'obscurité qui s'installait dans son cœur. Les passants sur le trottoir de Montmartre, avec leurs sacs de courses de luxe et leurs cafés à emporter, la dévisageaient. Certains prenaient des photos, leurs flashs comme des éclairs dans une tempête. Solène sentit la fureur grandir, un cri étouffé dans sa gorge. Elle avait survécu à tant de choses. L'exil de son Sénégal natal, les années de labeur comme femme de ménage pour élever ses enfants, les micro-agressions quotidiennes dans ce pays qu'elle aimait malgré tout. Mais ceci, être traînée dans la rue, accusée sans preuve, humiliée devant une foule qui la jugeait pour sa peau, c'était insupportable. Elle pensa à Théo, son fils, l'homme qui avait gravi les échelons pour devenir total public de France. Il était sa lumière, son espoir. Mais en cet instant, seule face à cette injustice, elle se demanda si même son pouvoir pourrait la sauver. Alors que l'officier Leclerc la poussait vers la voiture de police, Solène trébucha, ses genoux arthritiques cédant sous le poids de l'humiliation. Un rictus moqueur apparut sur le visage du policier. « Allez, avance, on n'a pas toute la journée », grogna-t-il. Mais dans les yeux de Solène, une étincelle s'alluma. Pas de peur, mais de défi. Elle ne plierait pas. Pas aujourd'hui. Pas face à ce système qui cherchait à l'écraser. Quelque part, au fond d'elle, elle savait que cette injustice ne serait pas la fin de son histoire. Elle avait un atout, un fils qui incarnait la justice elle-même, et elle était prête à le jouer, non pas pour elle seule, mais pour toutes celles qui, comme elle, avaient été réduites au silence par un monde qui ne voyait que leur couleur de peau. Sous le ciel gris de Montmartre, Solène Ndiaye, menottée et humiliée, fut poussée sans ménagement dans une voiture de police, son cœur battant d'une rage incandescente face à l'injustice raciale qui venait de la frapper. Les regards méprisants des passants, les murmures moqueurs et les flashs des téléphones avaient transformé son errance quotidienne en un spectacle public de honte. Mais alors que la voiture s'éloignait, emportant cette femme de 68 ans vers un destin incertain, une tempête plus grande encore se préparait à éclater dans les couloirs froids d'un commissariat parisien. L'intérieur du commissariat de la rue Clignancourt était un chaos organisé, saturé d'odeurs de café éventé, de sueur et de papier jauni. Les néons bourdonnants projetaient une lumière crue sur le linoléum usé, accentuant l'atmosphère oppressante. Solène, les poignets toujours entravés, fut conduite à travers un dédale de bureaux encombrés, ses pas résonnant faiblement contre le sol. Chaque claquement de ses chaussures usées semblait crier sa dignité piétinée. Elle sentait la colère pulser dans ses veines, une fureur brute alimentée par des décennies de préjugés qu'elle avait endurés en silence. Les officiers, affairés, ne lui accordèrent qu'un regard furtif, comme si elle n'était qu'un numéro de dossier, une formalité à expédier. « Avancez !» aboya l'officier Leclerc, son ton chargé d'une arrogance qui fit bouillir le sang de Solène. Elle planta ses yeux dans les siens, un défi muet, mais il la poussa vers une salle d'interrogatoire, ses doigts s'enfonçant dans son bras frêle comme pour lui rappeler qu'elle n'avait aucun pouvoir ici. La salle était exiguë, les murs gris tachés par des années d'indifférence. Une table métallique, vissée au sol, et une chaise dure l'attendaient. Solène s'assit, ses articulations protestant sous l'effort, mais son esprit était en feu. « Je n'ai rien fait », déclara-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Vérifiez les caméras, vous verrez. » Leclerc, appuyé contre le mur, croisa les bras avec un sourire narquois. « Les caméras sont en panne », répondit-il, son ton si désinvolte qu'il semblait réciter une réplique usée. Mais Solène perçut une hésitation dans son regard, un éclat fugace qui trahissait le mensonge. Il savait. Ils savaient que les caméras fonctionnaient, mais ils avaient choisi de l'ignorer, de la sacrifier sur l'autel de leurs préjugés. « Vous mentez », lâcha-t-elle, ses mots comme une gifle. Leclerc tressaillit, mais retrouva vite son assurance. « Attention à ce que vous dites, grand-mère », ricana-t-il, accentuant le mot pour la rabaisser. Ce mot, ce ton, cette condescendance raciale firent exploser quelque chose en Solène.
Elle frappa la table du plat de la main, le bruit résonnant dans la pièce. Je ne suis pas une voleuse. Vous me jugez parce que je suis noire, parce que je viens d'ailleurs. Un autre officier, le sergent Dubois, un homme corpulent avec une moustache broussailleuse, entra, un dossier sous le bras. Il jeta un coup d'œil à Solène, ses lèvres pincées en une moue de dédain. Vol à l'étalage, marmonna-t-il, feuilletant son dossier sans la regarder. Elle était près des rayons quand l'alarme a sonné. Solène sentit son souffle se couper. J'achetais du lait. Un jeune accouru, c'est lui qui a volé. Mais Dubois haussa les épaules, comme si ses paroles n'avaient aucun poids. On n'a pas de preuve de ça, dit-il, son ton monocorde. La rage de Solène monta d'un cran, son cœur cognant si fort qu'elle craignait qu'il n'éclate. Ils ne voulurent pas chercher la vérité. Ils l'avaient déjà condamnée, non pour un crime, mais pour ce qu'elle représentait à leurs yeux. Une femme noire, âgée, sans influence, une cible facile dans un système qui prospérait sur l'injustice. Soudain, un jeune officier, à peine sorti de l'école de police, entra avec un formulaire. Son badge indiquait « Officier Martin ». Il semblait mal à l'aise, ses yeux évitant ceux de Solène. « Signez ici », murmura-t-il, glissant le papier vers elle. Solène fixa le document, les lettres dansant devant ses yeux. Signer, c'était accepter cette mascarade, admettre qu'elle appartenait à ce lieu, à cette accusation. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de fureur. « Je ne signerai pas », dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère froide. Martin cligna des yeux, déstabilisé. « Madame, c'est juste une formalité. » Mais Solène l'interrompit, se penchant vers lui. « Une formalité ? Vous me traînez ici sans preuve, vous m'insultez, vous me traitez comme une criminelle à cause de ma peau, et vous appelez ça une formalité ?» Sa voix, bien que contenue, portait la force d'une tempête. Martin détourna le regard, visiblement troublé, mais Dubois intervint, sa voix tranchante. « Ça suffit, Martin. Emmène-la en cellule. » Alors qu'on la conduisait vers une cellule de détention, Solène passa devant un miroir fissuré dans le couloir. Elle y vit son reflet, une femme fatiguée, mais dont les yeux brûlaient d'une détermination farouche. Elle pensa à Théo, son fils, le total public de France, l'homme qui incarnait la justice dans ce pays. Une étincelle d'espoir perça sa colère, mais elle était mêlée d'amertume. Pourquoi fallait-il qu'elle en appelle à son fils pour obtenir justice? Pourquoi une femme comme elle, qui avait toujours suivi les règles, devait-elle être brisée par un système qui la voyait comme inférieure? Alors que la porte de la cellule se refermait derrière elle, Solène serra les poings. Elle ne plierait pas. Pas maintenant. Pas jamais. Elle savait que cette bataille ne faisait que commencer, et que la vérité, qu'il cherchait à étouffer, finirait par éclater comme un orage dévastateur. Dans la cellule froide et exiguë du commissariat de la rue Clignancourt, Solène Ndiaye, les poignets encore marqués par les menottes, était assise sur un banc métallique, son cœur battant d'une rage incandescente face à l'injustice raciale qui l'avait jetée là. Le silence oppressant de la pièce, rompu seulement par le bourdonnement d'un néon défectueux, semblait se moquer de sa dignité piétinée. Chaque minute passée dans cet endroit renforçait sa fureur, mais aussi sa détermination à ne pas se laisser briser. Alors que l'écho des pas des officiers s'éloignait dans le couloir, une lueur d'espoir perça son désespoir. Son fils, Théo Cande, total public de France, était sa dernière carte à jouer. Dans l'obscurité de la cellule, Solène sentit la colère bouillonner, un volcan prêt à exploser. Elle repensait à chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque mot qui l'avait réduite à une caricature raciale. Mais elle n'était pas seule. Ses doigts, tremblants mais résolus, cherchèrent le téléphone qu'un officier, le jeune Martin, lui tendit à contre-cœur après qu'elle eut exigé son droit à un appel. « 5 minutes », grogna-t-il, son ton trahissant une impatience teintée de malaise. Solène ignora son regard, ses mains frêles saisissant le combiné comme une arme. Chaque sonnerie à l'autre bout de la ligne faisait battre son cœur plus fort, un mélange de peur et de fureur. Puis, enfin, une voix familière, profonde, teintée d'inquiétude. « Maman ?» C'était Théo. À cet instant, la rage de Solène se mêla d'un espoir féroce, mais aussi d'une amertume douloureuse. Pourquoi devait-elle en arriver là, à supplier son fils pour échapper à une injustice qu'elle n'aurait jamais dû subir? « Théo, mon fils », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion mais vibrante de colère. « Ils m'ont arrêté.
Ils m'accusent de vol, mais je n'ai rien fait. Ils ne veulent pas vérifier les caméras. Ils me jugent pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai fait. Les mots jaillissaient. Chacun chargé de décennies de frustration, de regards dédaigneux dans le métro, de portes fermées dans ce pays qu'elle avait adopté comme le sien. À l'autre bout, un silence lourd, puis un souffle brusque. Où es-tu demanda Théo, sa voix soudain dure, comme une lame d'acier. Au commissariat de Clignancourt. Théo, il m'humiliant. Sa voix se brisa, mais elle se redressa, refusant de montrer sa faiblesse. Je viens, répondit-il, chaque mot comme un coup de tonnerre. Ne bouge pas, maman. Je vais tout arranger. Mais dans ce moment de vulnérabilité, une nouvelle vague de rage envahit Solène. Elle ne voulait pas être sauvée comme une victime impuissante. Elle avait passé sa vie à se battre, à élever Théo seule après la mort de son mari, à affronter les préjugés avec dignité. Et maintenant, quoi? Elle devait compter sur son fils pour prouver son innocence, parce que le système refusait de la voir comme une personne? Un souvenir jaillit, brûlant. Une fois, adolescente, elle avait vu sa propre mère humiliée par un commerçant à Dakar, accusé à tort de vol devant une foule. Elle avait juré de ne jamais laisser cela se reproduire. Et pourtant, ici, à Paris, en 2025, rien n'avait changé. La fureur monta, un cri étouffé dans sa gorge. Elle raccrocha le téléphone, ses mains tremblant non pas de peur, mais d'une détermination farouche. Soudain, un bruit de pas lourds résonna dans le couloir. La porte de la cellule s'ouvrit avec un grincement sinistre. L'officier Leclerc entra, accompagné d'un autre homme, un supérieur, le commandant Roche, dont le visage sévère semblait taillé dans la pierre. Alors, la vieille, tu as appelé ton avocat? Railla Leclerc, un sourire cruel aux lèvres. Solène le fixa, ses yeux brûlant d'un feu qu'il ne s'attendait pas à voir. J'ai appelé quelqu'un qui va vous faire regretter ce que vous m'avez fait, répondit-elle, sa voix basse mais tranchante comme un couteau. Leclerc éclata de rire, mais Roche, plus prudent, fronça les sourcils. Attention à ce que tu dis, avertit-il. On a déjà tout ce qu'il faut pour t'envoyer devant le juge. Solène sentit son sang bouillir. Vous n'avez rien, cracha-t-elle. Vous avez un mensonge, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. À cet instant, un tumulte éclata dans le commissariat. Des voix s'élevèrent, des pas précipités résonnèrent. Solène entendit un officier murmurer, paniqué, « C'est le total public. Il est ici. » Son cœur bondit, mais sa rage ne faiblit pas. Théo arrivait, oui, mais ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour toutes les femmes comme elle, réduites au silence, accusées sans preuve, jugées pour leur peau. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait vue dans la cellule voisine, arrêtée pour avoir pris une pomme pour son enfant affamé. Cette injustice ne concernait pas seulement Solène, c'était une guerre contre tous ceux que ce système écrasait. Alors que les pas de Théo approchaient, Solène serra les poings, prête à affronter ce qui venait. Elle n'était pas une victime. Elle était une combattante, et cette bataille ne faisait que commencer. Dans l'enceinte oppressante du commissariat de la rue Clignancourt, Solène Ndiaye, encore secouée par l'injustice qui l'avait jetée en cellule, venait de raccrocher le téléphone après un appel désespéré à son fils, Théo Cande, Total Public de France. Sa voix tremblante avait porté sa rage et son humiliation, mais aussi une lueur d'espoir farouche. Alors que le tumulte des pas de Théo résonnait dans les couloirs, un vent de panique balayait les officiers, conscients qu'une tempête s'apprêtait à bouleverser leur petit monde. Mais pour Solène, l'attente était insoutenable, chaque seconde alimentant une fureur qui menaçait de l'engloutir. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris, à quelques rues du commissariat, était un théâtre d'une froideur intimidante. Les hauts plafonds ornés, les bancs de bois vernis et les murmures étouffés des avocats contrastaient avec la brutalité de ce que Solène venait d'endurer. Conduite menottée dans la salle, elle sentit tous les regards converger vers elle. Des regards qui ne voyaient pas une femme, mais une accusée, une étrangère, une cible. La colère, comme une flamme vive, rugissait en elle. Elle redressa les épaules, son foulard sénégalais vibrant comme un étendard de défi. Mais avant qu'elle ne puisse parler, les lourdes portes de la salle s'ouvrirent avec un fracas retentissant. Théo Cande entra, sa silhouette imposante dans un costume anthracite taillé sur mesure, son regard perçant balayant la pièce comme un éclair avant l'orage. Le silence s'abattit, si lourd qu'il semblait étouffer l'air.
Même le juge, un homme grisonnant au visage sévère nommé Dupont, se figea, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Théo s'avança, chaque pas résonnant comme un défi. Où est ma mère demanda-t-il, sa voix basse mais vibrante d'une autorité incontestable. Les murmures s'éteignirent, les avocats s'immobilisèrent. Solène, depuis le banc des accusés, sentit son cœur se serrer. Non de soulagement, mais d'une rage renouvelée. Elle n'aurait pas dû avoir besoin de son fils pour être entendue. Elle, une femme de 68 ans, honnête toute sa vie, était forcée de compter sur le pouvoir de Théo pour contrer un système qui l'avait déjà condamné. Le procureur, un homme mince au sourire calculateur nommé Lefebvre, se leva, tentant de reprendre le contrôle. Monsieur le total public, commença-t-il, sa voix mielleuse. Votre présence ici est inattendue. Cette affaire est simple, une question de vol à l'étalage. Théo tourna lentement la tête vers lui, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Simple question, Marc, répéta-t-il, chaque mot comme un coup de marteau. Vous accusez ma mère sans preuve, sans vérifier les caméras, et vous osez parler de simplicité? La salle entière retint son souffle. Lefebvre, déstabilisé, bafouilla. Les caméras? Elles étaient en panne, nous l'avons vérifié. Mais sa voix tremblait, et Solène, observant depuis son banc, perçut le mensonge. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ils avaient menti, délibérément, pour l'enterrer sous une accusation fabriquée. Théo, implacable, s'approcha du pupitre du juge. « Je veux voir les images. » Maintenant, ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune négociation. Le juge Dupont hésita, ses doigts tapotant nerveusement son bureau. « Monsieur Cande, ceci est hautement irrégulier. » Mais Théo l'interrompit, sa voix montant comme une vague. « Irrégulier? Ce qui est irrégulier, c'est d'arrêter une femme innocente, de l'humilier, de la traîner ici sans une once de preuve, parce qu'elle est noire, parce qu'elle ne correspond pas à votre idée de l'innocence. » Un murmure choqué parcourut la salle. Solène sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pas seulement de la fierté pour son fils, mais une rage amplifiée par ses mots. Elle pensa à toutes les fois où elle avait dû ravaler son indignation, à tous les regards méprisants dans les cafés, les bureaux, les rues de Paris. Ce n'était pas seulement son procès, c'était celui de toutes les femmes comme elle, jugées avant d'être entendues. Soudain, un officier, le jeune Martin, entra précipitamment, un ordinateur portable sous le bras. Ses mains tremblaient alors qu'il le posait sur une table sous les yeux inquisiteurs de Théo. « Les caméras, elles fonctionnent, » murmura-t-il, évitant le regard furieux de Leclerc qui se tenait à l'écart, blême. Solène sentit son cœur s'emballer. Ils avaient menti, et maintenant, ils étaient acculés. Théo se tourna vers le juge, son regard inflexible. « Montrez les images, ou je ferai de cette affaire un scandale national. » Le ton était une menace à peine voilée, et Dupont, sous la pression, acquiesça d'un signe de tête crispé. « Très bien, » marmonna-t-il. « Projetez les images. » La salle plongea dans un silence tendu, presque électrique. Solène, immobile, sentit la fureur et l'espoir se mêler en elle. Elle savait ce que les images montreraient, sa vérité, son innocence. Mais elle savait aussi que sans Théo, sans son pouvoir, cette vérité aurait été étouffée. La rage monta encore, plus forte, plus brûlante. Ce n'était pas seulement pour elle qu'elle se battait maintenant. C'était pour toutes celles que ce système avait broyées, pour toutes celles qui n'avaient pas un fils comme Théo pour faire trembler les murs d'un tribunal. Alors que l'écran s'allumait, Solène redressa la tête, prête à voir la vérité éclater, mais aussi à affronter la douloureuse réalité. Dans ce monde, la justice n'était pas aveugle, elle choisissait ses favoris. Dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris, la tension était à son comble, alors que Théo Cande, Total Public de France, venait d'exiger la projection des images de surveillance pour prouver l'innocence de sa mère, Solène Ndiaye. La colère de Solène, alimentée par l'humiliation et le racisme qu'elle avait subis, brûlait toujours, mais une lueur d'espoir perçait à travers sa fureur. Alors que l'écran s'allumait, prêt à révéler la vérité, chaque battement de son cœur résonnait comme un cri de justice longtemps étouffé. L'atmosphère dans la salle était suffocante, un mélange de silence oppressant et d'attente fébrile. Les regards convergeaient vers l'écran fixé au mur, où les images granuleuses de l'épicerie de Montmartre commencèrent à défiler. Solène, assise au banc des accusés, serrait les poings si fort
que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. La rage qu'il avait consumée face aux insultes racistes, aux menottes, à l'indifférence d'un système qu'il avait jugé coupable avant même de l'écouter, atteignait maintenant un point de rupture. Elle savait ce que ces images montreraient, mais l'idée que la vérité ait été si facilement ignorée, enterrée sous des mensonges, faisait bouillir son sang. Le procureur Lefebvre, dont le visage blême trahissait une panique croissante, se tenait raide, ses mains crispées sur son dossier. Le juge Dupont, habituellement impassible, ajusta nerveusement ses lunettes, conscient que l'arrivée de Théo avait transformé ce procès en une bombe à retardement. L'écran s'anima, et là, sous les yeux de tous, Solène apparut. Elle se tenait dans l'allée de l'épicerie, sa silhouette frêle penchée vers un rayon de produits laitiers, son panier suspendu à son bras. Chaque mouvement était lent, méthodique, celui d'une femme habituée à faire ses courses avec soin. Puis, à l'arrière-plan, un jeune homme en sweat à capuche grise passa en trombe, ses mains s'agitant frénétiquement pour fourrer des barres énergétiques dans ses poches. Il jeta un regard furtif autour de lui avant de s'élancer vers la sortie, déclenchant l'alarme stridente. Solène, surprise, se retourna brièvement, mais son attention revint vite à son panier. Quelques secondes plus tard, l'officier Leclerc entra en trombe, ses yeux se posant immédiatement sur elle, ignorant le véritable voleur qui avait déjà disparu dans la rue. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Solène sentit une vague de fureur l'envahir, plus vive encore. Ils avaient en vue ces images. Ils savaient. Et pourtant, ils avaient choisi de l'accuser, elle, une femme noire de 68 ans, parce qu'elle était une cible facile, un bouc émissaire pour un système qui prospérait sur les préjugés. Elle se tourna lentement vers Leclerc, qui se tenait près de la porte, le visage livide. « Vous saviez, » murmura-t-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous saviez que ce n'était pas moi, et vous m'avez laissé pourrir ici. » Leclerc détourna les yeux, mais la salle entière sentit le poids de ses mots. Théo, debout près d'elle, posa une main ferme sur son épaule, mais son regard restait fixé sur le procureur. « Expliquez-vous, » ordonna-t-il, sa voix vibrante d'une colère contenue. « Pourquoi ces images n'ont-elles pas été vérifiées avant? Pourquoi ma mère a-t-elle été traînée ici comme une criminelle ?» Lefebvre bafouilla, cherchant ses mots. « Nous pensions que les caméras étaient en panne. Une erreur technique ?» Mais sa voix s'éteignit sous le regard perçant de Théo. Solène, incapable de se contenir, se leva, ignorant les murmures choqués de l'assistance. « Une erreur ?» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Vous m'avez humiliée, menottée, traitée comme une voleuse devant tout le monde, et vous parlez d'erreur? Vous m'avez jugée pour ma peau, pour mon foulard, pour mon accent. Vous avez menti pour protéger vos préjugés? » Chaque mot était un coup, un défoulement de décennies de frustration, de regards méprisants dans les rues de Paris, de portes fermées à cause de ses origines sénégalaises. Soudain, un détail inattendu attira l'attention. Dans un coin de l'écran, une seconde caméra avait capturé un échange entre Leclerc et Pierre, l'employé de l'épicerie, juste après l'incident. Les images, muettes, mais éloquentes, montraient Pierre désignant Solène avec un sourire narquois, tandis que Leclerc hochait la tête, sans même jeter un œil au moniteur de surveillance. La salle éclata en murmures indignés. Théo se tourna vers le juge, son visage dur comme la pierre. « Ceci n'est pas une erreur, » déclara-t-il, sa voix coupante. « C'est une conspiration délibérée pour accuser une femme innocente, parce qu'elle était une cible facile. » Le juge Dupont, sous pression, frappa son marteau pour ramener le calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Silence !» ordonna-t-il, mais sa voix manquait d'assurance. Solène, toujours debout, sentit la rage se mêler à une douleur profonde. Ces images étaient sa délivrance, mais elles étaient aussi une preuve accablante de ce qu'elle avait toujours su. Dans ce pays, la justice n'était pas aveugle. Elle favorisait ceux qui correspondaient à son image, et elle écrasait ceux qui, comme elle, portaient le poids de leurs différences. Elle pensa à la jeune femme de la cellule voisine, arrêtée pour une pomme volée pour son enfant. Combien d'autres avaient été brisés par ce même système? Alors que l'écran s'éteignait, Solène fixa le juge, son regard brûlant d'une détermination farouche. La vérité était là, exposée, mais elle savait que cette victoire, si elle venait,
ne serait pas la sienne seule. Elle serait pour toutes celles que ce tribunal, cette ville, ce pays avaient réduites au silence. Dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris, les images de surveillance venaient de révéler la vérité. Solène Ndiaye, accusée à tort de vol, était innocente, tandis que le véritable coupable s'était enfui sous les yeux complices d'un système biaisé. La fureur de Solène, alimentée par l'humiliation et le racisme qu'elle avait endurés, brûlait plus fort que jamais. Théo Cande, son fils, total public de France, se tenait à ses côtés, sa présence imposante forçant le tribunal à affronter ses mensonges. Mais alors que la vérité éclatait, une question plus profonde, plus douloureuse, pesait sur le cœur de Solène. La justice était-elle vraiment pour tous, ou seulement pour ceux qui avaient là le pouvoir de l'exiger? Le marteau du juge Dupont frappa le bois avec une force hésitante, comme si lui-même doutait de l'autorité qu'il incarnait. Les charges sont abandonnées, déclara-t-il, sa voix sèche, presque mécanique. La salle, figée dans un silence tendu, sembla expirer d'un seul souffle. Mais pour Solène, ce n'était pas une victoire. C'était une délivrance arrachée, non pas par la justice, mais par le poids de l'influence de son fils. Elle se leva lentement, ses articulations raidies par une nuit sans sommeil et des heures d'humiliation. Ses yeux, brillants d'une colère intacte, se posèrent sur le juge. « Si je n'avais pas eu un fils comme Théo, commença-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une rage contenue, m'auriez-vous seulement regardé? Auriez-vous cherché la vérité ou m'auriez-vous laissé pourrir en cellule, une femme noire de plus à oublier ?» Les mots, acérés comme des lames, firent vaciller le juge. Il ajusta ses lunettes, évitant son regard, mais le silence de la salle parlait pour lui. Personne n'osa répondre. La vérité était là, nue et brutale. Sans Théo, Solène serait restée un numéro de dossier, une statistique dans un système qui prospérait sur l'injustice. La colère de Solène ne s'apaisait pas. Elle pensait à la jeune femme de la cellule voisine, arrêtée pour une pomme volée pour son enfant affamé. Elle pensait à sa propre mère, humiliée des décennies plus tôt à Dakar pour une accusation similaire. Elle pensait à toutes les femmes, tous les hommes, tous les visages noirs ou basanés qui avaient été jugés coupables avant même d'entrer dans une salle d'audience. « Vous m'avez traité comme une criminelle », poursuivit-elle, sa voix montant, chaque mot chargé d'une indignation qui semblait faire trembler les murs. « Vous m'avez menotté, insulté, filmé comme un spectacle, tout ça parce que je ne corresponds pas à votre idée de l'innocence. Et maintenant, vous me libérez, mais pas parce que c'est juste, parce que vous avez peur. » Le procureur Lefebvre, blême, baissa les yeux, tandis que l'officier Leclerc, adossé contre un mur, semblait vouloir disparaître. Théo, immobile à ses côtés, posa une main sur son bras, mais Solène n'avait pas fini. Combien d'autres n'ont pas de fils pour les sauver? Combien d'autres sont encore dans vos cellules, vos prisons, vos statistiques, parce qu'ils n'ont pas de voix? La salle était pétrifiée. Même les avocats, habitués aux éclats dramatiques, semblaient en figer. Une greffière, une jeune femme aux cheveux tirés en chignon, laissa tomber son stylo, le bruit résonnant comme un écho de la colère de Solène. Le juge Dupont frappa à nouveau son marteau, mais sa voix trembla légèrement. « Madame Ndiaye, asseyez-vous », ordonna-t-il, mais Solène ne bougea pas. Elle fixa le juge, son regard brûlant d'une détermination farouche. « Non », répondit-elle, sa voix tranchante. « Je ne m'assierai pas. Pas tant que vous ne reconnaîtrez pas que ce tribunal, ce système, est pourri par vos préjugés. » Un murmure choqué parcourut l'assistance, mais Solène n'en avait cure. Elle était une tempête, et elle ne plierait pas. Alors que Théo s'apprêtait à intervenir, un événement inattendu intensifia le drame. Une femme, jusque-là assise discrètement au fond de la salle, se leva. Elle était âgée, vêtue d'un manteau usé, ses traits marqués par une vie de labeur. « Elle a raison !» cria-t-elle, sa voix rauque brisant le silence. « Mon fils est en prison depuis 2 ans pour un vol qu'il n'a pas commis. Ils n'ont jamais regardé les caméras, eux non plus. » La foule murmura, et une autre voix s'éleva, celle d'un homme jeune, peut-être un étudiant, debout dans les gradins. « Ma sœur a été arrêtée l'an dernier, accusée à tort, et personne n'a écouté. » Soudain, la salle explosa en un tumulte de voix, des témoignages d'injustices similaires, de vies brisées par un système qui ciblait les plus vulnérables. Solène, surprise, sentit sa colère se mêler d'une étrange solidarité. Ces voix,
Ces histoires étaient les siennes. Elle n'était pas seule. Théo, saisissant l'opportunité, se tourna vers le juge. Vous voyez, dit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas juste l'affaire de ma mère. C'est une épidémie d'injustice, et vous en êtes complice. Le juge, dépassé, frappa son marteau à plusieurs reprises, mais le chaos persistait. Solène, immobile, sentit une larme couler sur sa joue, non de tristesse, mais de rage et de fierté. Elle avait déclenché quelque chose, un cri collectif qui ne pouvait plus être ignoré. Dans la voiture, le silence était lourd. Solène regardait par la vitre, les lumières de Paris défilant en un flou de néons et d'asphalte. Elle aurait dû se sentir libre, mais la colère brûlait toujours, plus profonde, plus viscérale. Ce n'était pas la justice qui l'avait libérée, c'était le pouvoir de Théo. Sans lui, elle serait encore en cellule, ou pire, condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle pensa aux voix dans la salle, à ces inconnus qui avaient partagé leurs propres histoires d'injustice. Combien d'autres n'avaient jamais eu la chance d'être entendus? Combien de vies avaient été brisées par un système qui voyait leur couleur avant leur humanité? Théo, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Promets-moi que ça ne s'arrêtera pas ici. Promets-moi que tu te battras pour eux, pour nous tous. Théo, les mains crispées sur le volant, hocha la tête. Je te le promets, maman, répondit-il, sa voix chargée d'une détermination froide. Je vais faire trembler ce système. Ce soir-là, l'histoire de Solène fit la une des journaux télévisés. La mère du Total Public arrêtée à tort. Un scandale de racisme? Les images de l'épicerie tournaient en boucle sur BFM TV, France 24, et même sur les réseaux sociaux, où des hashtags comme Sacha Justice pour Solène et Sacha Stop Racisme enflammaient les discussions. Des manifestations spontanées éclatèrent à Belleville, à Barbès, dans les banlieues où les communautés marginalisées reconnaissaient trop bien l'histoire de Solène. Des pancartes brandissèrent des slogans « La justice n'est pas aveugle, elle est sélective » et « Assez de préjugés ». Dans les jours qui suivirent, une enquête interne fut annoncée sur les agissements du juge Dupont, du procureur Lefebvre et de l'officier Leclerc. Des avocats pro bono se mobilisèrent pour rouvrir des dossiers similaires, inspirés par le courage de Solène. Mais pour elle, assise dans son petit appartement de Montmartre, une tasse de thé fumante entre les mains, la victoire avait un goût amer. Elle regardait la ville par sa fenêtre, les toits emblématiques de Paris scintillant sous la pluie. Elle avait survécu, mais à quel prix? La justice n'était pas venue d'un système équitable. Elle était venue d'un privilège qu'elle n'aurait jamais dû avoir à invoquer. Pourtant, quelque chose avait changé. Les voix dans la salle d'audience, les manifestations dans les rues, les messages de soutien qui affluaient, tout cela lui donnait une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. Sa colère, sa douleur, avaient allumé une étincelle. Théo entra dans la pièce, son visage marqué par la fatigue, mais résolu. « On va changer les choses, maman », dit-il doucement. Solène hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Pas seulement pour moi, » répondit-elle. « Pour eux tous. » À cet instant, elle sut que son combat, celui d'une femme noire de 68 ans face à un système oppressif, venait de devenir celui d'une nation entière, prête à exiger une justice véritable.